Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice particulière puisqu'aujourd'hui encore nous allons fêter un anniversaire. Après les 10 ans de la BAM à Metz, nous allons fêter les 10 ans de Blida. Toujours à Metz, Blida, un tiers-lieu qui accueille ici plus d'une centaine d'artistes, artisans, entreprises, associations. Aussi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite visite des lieux, de partir à les rencontres de celles et ceux qui font bouger ce lieu. On va rencontrer par exemple Alice de l'atelier Lovenbruck, 3D Jungle ou encore Inkinox. Mais avant cela, retrouvons le directeur des lieux, Jean-Pierre Burgère. La boîte à malice, c'est parti, allez, bienvenue. Jean-Pierre Burgère. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici à Blida. Alors Blida, 10 ans, ça a commencé finalement avec la nuit blanche. Exactement. Donc le temps d'une nuit. Le temps d'une nuit. La nuit s'est transformée voilà, et après, en plusieurs années. Les artistes se sont installés et puis ils ont pris possession du lieu en fait. Voilà. C'est ça. Donc Blida, il y a 3 grands I qui apparaissent pour inspiration, innovation. Et intelligence collective. Et intelligence collective. Donc c'est ça, l'ADN, c'était quoi? En tout cas, peut-être l'envie première, c'était vraiment de réunir les artistes ici, artisans, mais pas seulement. Alors des artisans, des artistes, aussi des startups, puisque en fait, il y a tout ce monde-là qui vit ensemble. Et puis, ça s'est organisé depuis 2014. Donc, l'association a été créée en 2014, 10 ans cette année. Et donc, aujourd'hui, il y a une organisation et les gens font ensemble, travaillent autrement et échangent leurs ressources, en fait. Oui. On voit que ça fait un bien fou parce qu'il y avait un manque, finalement. Quand on voit le nombre d'artistes, d'artisans, d'entreprises, de start-up qui arrivent ici, je crois qu'il y a un peu plus de 150 personnes qui travaillent ici. Il y a 150 personnes et il y a 85 entreprises à peu près sur site. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait un réel besoin. Il y avait un besoin et puis ça continue parce que les gens demandent à rentrer en résidence ici. Et donc, l'œuf commence à bien se remplir, on va dire. Alors là, ici, on est dans la Ghost Hall. C'est un lieu qui sert à la fois de salle de concert, de spectacle. J'imagine qu'il y a des conférences aussi. Des séminaires pour les entreprises. Voilà. C'est l'ancienne carrosserie des dépôts des bus, en fait. C'est ça. Voilà, qui a été transformée en salle de concert. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Avant, il y avait des bus de TCRM qui étaient là. Tout à fait. Et tout a été transformé. Alors, je crois qu'il y a 30 000 mètres carrés à peu près de surface. Il y a 3 hectares à peu près, dont à peu près la moitié couvert. Ouais. Alors, on a des céramistes, on a des ébénistes, on a des menuisiers, on a aussi des tatoueuses qui sont installées chez nous depuis pas longtemps. On va en rencontrer une tout à l'heure. Peut-être un salon de coiffure qui va arriver bientôt. D'accord. C'est au moins dans les cartons pour l'instant. Et puis on a aussi des startups, on a des entreprises qui sont développées il y a 6 ans aujourd'hui, qui ont plus de 16 salariés et puis qui vont un jour prendre leur envol et sortir de Blida, comme l'a fait l'entreprise Olimaker il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'il y a des personnes un petit peu emblématiques qui sont là depuis le début, par exemple. Je pense à Sandrine et Luc de Bout d'Essai, tout à fait. Qui sont installés depuis le début avec leur studio photographique. On a David Rouby avec Game, déjà du mal à le prononcer, qui lui a tout un tas de bornes d'arcade, qui réparent et qui louent dans des prestations à la Foire Expo, ou même ici, souvent ils nous les louent. Et puis on a une cantine aussi qui est là depuis 9 ans. Avec l'Amour Food. Avec l'Amour Food, toujours présent, et puis qui alimente une grande partie de nos résidents tous les jours. Qu'est-ce que tu es en train de préparer ? Je suis en train de préparer le repas du midi, en fait, c'est un tacos de cochon fumé à cache chili. Ça donne faim, ça a l'air bon. Cette cantine, elle avait 8 ans, donc elle était un peu fatiguée, donc on a refait tout le décor, on a changé le mobilier, on a changé tout le matériel aussi, un peu plus de place pour les résidents, donc un meilleur accueil aussi pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs l'Amour Food aussi qui cuisine lors des événements comme Makerland. Tous les événements comme Makerland, comme le festival et comme Metz Beer Fest aussi, donc ils sont omniprésents sur le lieu bien sûr. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont là depuis une dizaine d'années, d'autres qui arrivent, certains repartent. Comment ça se passe au niveau Il y a un turnover régulier en fait. Les entreprises, dès qu'elles commencent à avoir un modèle économique important et qui sont obligés d'avoir plus de place, plus de salariés, ils sont obligés de partir et ça se fait d'une manière naturelle. Il n'y a pas de temporalité.
solidarité ici en fait. On est là pour les aider à se développer, surtout les protéger pour pas qu'ils fassent de bêtises, parce qu'on est aussi là pour les accompagner dans leur développement d'entreprise. Alors Jean-Pierre, on arrive dans la Grande Serre. Oui. C'est vraiment le lieu emblématique. C'est les ateliers. Voilà, les ateliers. Ouais. Avec ici quelques bornes d'arcade de David Robic. David Robic, tout à fait. Dont on parlait tout à l'heure. Alors il est en train de s'installer un petit peu plus loin, parce qu'on est en transformation permanente ici. Voilà, c'est ça, ça évolue en permanence. On va avoir une nouvelle mezzanine qui va s'installer là d'ici la fin de l'année pour accueillir des nouveaux artistes qui vont rentrer en résidence. Il y a ces artistes-là qui s'installent ici. Il y a aussi une volonté d'ouvrir le lieu au public. Ben oui, par exemple Makerland qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, c'est 3000 personnes, tout est ouvert au public, les gens vont rencontrer des résidents, vont découvrir des boutiques aussi, puisqu'on fait aussi de la vente pendant cette période-là. Et donc c'est une rencontre vraiment entre les citoyens de la ville et puis nos résidents. D'accord. Alors je vois que derrière toi, il y a l'atelier Lovenbruck, oui, avec Alice qui est tapissier et décorateur. Il se trouve que je suis allée à sa rencontre et je propose de faire une petite pause pour découvrir son reportage. C'est des petites chaises que j'ai refait intégralement. Avec une demande aussi par rapport à la menuiserie, parce qu'on avait ce dossier qu'on appelle un dossier en gris qui était cassé en plusieurs endroits. Donc j'ai complètement décollé les carcasses et puis recollé, réparé. Maintenant avec une garniture complètement neuve, à la demande des clients fermes. Car depuis 13 ans maintenant, Alice Lovenbruck restaure avec soin votre mobilier, qu'il soit de style ou contemporain. Installée à Blida, à Metz, celle qui a toujours aimé travailler avec ses mains est aujourd'hui tapissier-décorateur, un métier où fibre artistique et passion pour l'histoire s'entremêlent pour son plus grand plaisir, et un métier aussi où jamais il n'est question de s'ennuyer. Pour moi, c'est un métier ultra complet, c'est-à-dire qu'on travaille avec les mains, mais on a besoin d'avoir des connaissances en histoire du mobilier d'art. Il faut qu'on puisse conseiller les gens. Il faut qu'on sache faire des métrages, il faut qu'on puisse conduire un camion pour faire les enlèvements et les livraisons. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir toutes les casquettes, de savoir autant faire des petits devis que des très gros, de faire des déplacements, de travailler sur des chantiers en extérieur, faire des rideaux, de faire du tissu tendu. Donc c'est ce qui me plaît, c'est la diversité. Et à chaque nouvelle chaise, nouveau fauteuil, son histoire et avec elle son expertise. On va définir si on a simplement le tissu à changer, que la garniture est en bon état. Soit on change le tissu et on refait l'assise, parce qu'en général les assises vieillissent beaucoup plus vite que les dossiers. On peut conserver le dossier. Et sinon il y a la restauration complète, donc qui consiste à mettre la carcasse complètement à nu. C'est aussi le moment de recoller un petit peu la menuiserie en général, de traiter le bois s'il y a besoin. Et puis après de repartir sur une garniture entièrement neuve. Vient ensuite le choix des tissus, textures et coloris qui vont donner un nouveau look au mobilier. Pour cela, Alice travaille avec un nombre restreint d'éditeurs dont elle apprécie la qualité des tissus, mais aussi l'originalité. Ça, c'est mon coup de cœur. C'est un tartan qui est revisité avec des coloris et une vibe un petit peu années 70. Il y a des grandes tendances. Pendant des années, on a été dans le bleu canard. Ensuite, on a été dans la bouclette. Là, maintenant, on a un gros retour en force des velours côtelés. Selon comment vous vivez, je ne vais pas du tout vous conseiller les mêmes tissus. Si vous avez des enfants, si vous avez des chats, si c'est un endroit où on va manger, voilà. C'est dommage de mettre une petite enveloppe dans un projet de restauration et puis que finalement le tissu ne soit pas adapté. Moi, ce que j'aime, c'est quand on vient me voir en me disant bah, ça, c'est le fauteuil qui a appartenu à ma tante, à mon grand-père, je voudrais le garder. Comment on fait? C'est des gens avec qui on fait équipe. Ils font des choix audacieux. Moi, ce que j'aime quand on vient chez un tapissier, c'est que... Alors, le but, c'est pas forcément d'avoir le fauteuil le plus criard ou le plus pétard voilà, de tout le quartier, mais c'est de se dire, je vais faire quelque chose de complètement personnalisé, qui colle à mon image, à ce que j'ai envie de voir quand je rentre chez moi, et qui va s'inscrire et qui va s'harmoniser dans la décoration qui est déjà là. Et entre deux commandes, Alice Lovenbruck aime se lancer dans de nouveaux projets.
C'est ainsi qu'elle s'est associée à une autre résidente de Blida, l'illustratrice Aurore Thiel, avec laquelle elle a donné vie à la série de coussins Rempart, en hommage à sa ville, Metz. Le projet Rempart, c'est de travailler sur une base d'archives municipales ou départementales, avec différentes thématiques. Donc là, on a en premier lieu des visuels qui ont été retravaillés, recolorisés par Aurore. Donc là, on a Charles Quint. Ici, on a le plan Faber. Et en fait, ces visuels-là, je les fais imprimer sur un velours d'ameublement. Donc c'est un procédé qui s'appelle la sublimation. Donc à 200 degrés, l'encre est vraiment imprégnée au cœur de la fibre. C'est quelque chose qui passe en machine. Et voilà, ensuite on reçoit le tissu et moi je m'occupe de faire la couture des coussins. Proposés l'hiver dernier, ces modèles originaux sont pour beaucoup déjà épuisés. Aussi Alice n'a pas fini de jouer avec cette ville qu'elle aime coudre de ses mains, comme elle aime sublimer notre mobilier pour avec lui offrir une seconde jeunesse à notre intérieur. Voilà Alice de l'atelier Lovenbruck qui est installée juste là, Oui. en plein cœur de la Grande Serre. Tout à fait. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'animations ici dans cette Grande Serre. Il y a des étudiants de l'ESAL qui sont en De visite. l'école des Beaux-Arts de Metz, tout à fait, qui vont à l'atelier numérique de Blida, le MIDO. Voilà, tout à alors fait. le MIDO concrètement, qu'est-ce qui s'y passe? Eh ben, ça a été en fait le premier atelier partagé. Donc on a des découpeuses 3D, on a des imprimantes 3D, des machines numériques. Et ce lieu, il est ouvert à tous les résidents. Tout le monde même peut aller je crois faire. à l'extérieur, c'est-à-dire que si moi j'ai envie de venir... Tout à fait, c'est un abonnement. profiter Tu du vas lieu. venir une journée, tu D'accord. vas faire ta maquette ou ton objet. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Cet atelier bois, il a pris énormément d'ampleur. Au départ, chaque résident avait ses machines. Donc il y avait plus de machines que de résidents. Donc en fait, on a éliminé une grande partie des machines et nous avons acheté des machines. Donc ça, c'est un parc machine qui est partagé avec tous les résidents. Les résidents ont leurs petits espaces de 25 mètres carrés et ils ont accès en fait à un atelier qui en fait 400. C'est vraiment ça, c'est l'idée de pouvoir mettre en fait ses savoir-faire, ses C'est partagé, connaissances mutualisé, en commun. c'est ça. Toujours, ouais. Simon, bonjour. Bonjour Alicia. Merci de m'accueillir ici. Toi, tu es le président du groupe 3D Jungle, Exactement. qui est une société qui est spécialisée à la fois dans la formation et Le conseil. le conseil. Voilà, alors en scan 3D. Exactement. Moi, je suis un petit peu novice en matière de scan 3D. L'objectif, c'est quoi? Ça sert à qui et à quoi, en fait, le scan 3D? Il y a plein d'applications et c'est tout notre rôle, c'est d'aiguiller les personnes en fonction de leurs besoins sur telle ou telle technologie. D'accord. La principale application, c'est dans l'industrie, le contrôle dimensionnel des objets. Donc D'accord. derrière moi, on Ce qu'on scanne appelle par- la métrologie. Exactement. C'est ça. Oh, tu sais déjà tout. Je me suis renseignée, j'ai bossé un peu. Et donc, tu allais dire derrière toi, là, c'est assez fou parce qu'il y a quand même une machine qui est monstrueuse. Elle est énorme, elle est arrivée la semaine dernière à Blida. Et l'objet de cette machine, c'est justement pour notre dernière spin-off, Vitamine Jungle, dont l'objet c'est de développer des outils d'intelligence artificielle D'accord. qui exploitent ces données 3D. L'objectif c'est d'assembler des produits qui soient bons du premier coup. Et ça nécessite de se casser la tête à chaque fois qu'on a une mesure. Et donc ça c'est de plus en plus rare. Donc c'est notre mission aussi de développer des outils propres à chaque métier. Et on le fait sur des scanbox, des machines robotisées, dans cette filiale Vitamine Jungle. Ça va cibler le milieu de l'industrie, mais pas seulement. La culture aussi, et je crois peut-être même les sciences humaines. Effectivement, l'industrie c'est le gros de notre métier. Donc le contrôle dimensionnel, la rétroconception, quand on intervient sur des vieilles machines, des centrales hydrauliques de plusieurs siècles, au moins un siècle. À l'époque, il n'y avait pas tous les outils numériques de modèles numériques. Donc on vient redigitaliser pour finalement refaire les plans de ces anciens objets qu'on veut retravailler. Et puis il y a aussi d'autres applications un petit peu plus ludiques. Dernièrement, on était au château de Fontainebleau pour digitaliser des bibliothèques. Ouais, exactement, dans la galerie de Diane, pour que l'artisan finalement puisse se rappuyer sur ses scans pour refaire à l'identique. Voilà, donc conservation du patrimoine. Dans l'artistique, on peut scanner des œuvres pour en faire un NFT et une preuve d'authenticité pour des objets 3D finalement. Est-ce qu'on peut me scanner? Ah, c'est possible, ouais. Mais pour faire quoi? Oui, pour faire.
Alors dans le biomédical, typiquement, on va scanner les amputés. C'était les JO paralympiques dernièrement. Oui. Donc quelqu'un d'amputé, pour avoir une orthèse qui s'emboîte le mieux possible, on peut se baser sur un scan 3D. C'est une des applications. On choisit le bon produit au bon budget et derrière on l'industrialise. Donc on a toute une armada de matériel. On n'a pas que des robots. On a différentes tailles de machines comme celle-là, mais on va travailler avec des systèmes manuels. On va scanner de la brique de Lego jusqu'à l'éolienne typiquement. Voilà. Et donc là, on a tout un panel de solutions qu'on peut montrer en benchmark pour dire, voilà, nous on ferait ceci avec tel système, et si vous voulez, on peut vous le vendre ou vous le louer si c'est juste ponctuel, vous y former et développer avec, on est une équipe de 9 ingénieurs, on peut développer des briques métiers pour faire en sorte que quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser ces machines-là ait ces outils sur mesure. Vous êtes vraiment avant-gardiste, et Blida d'ailleurs l'est aussi, finalement. Et c'est peut-être un des deuxièmes aspects très, très forts à Blida, c'est que comme il y a un mélange de plein de métiers différents, ça force une vulgarisation, le vivre ensemble fait que finalement des gens vont avoir des idées en voyant la machine, qui vont être vachement créatifs finalement, parce qu'on ne se met pas les limites de l'ingénierie et donc Blida c'est très créatif et on a plein de bonnes idées parce qu'on discute avec les copains à côté, donc il y a une vraie entraide dans le travail. Donc il y a plusieurs cas comme ça où finalement on se met à travailler avec des gens qu'on ne connaissait même pas avant. Ça c'est possible qu'à Blida, c'est génial. Ouais. Merci beaucoup Simon. Je vous en prie, merci Alicia. Je vais continuer ma visite. Allez. Et à Blida, alors vraiment, tous les espaces sont occupés, vous allez voir. Alors là, je suis en train de descendre en fait au sous-sol de Blida. C'est ici que se trouvaient les vestiaires du personnel des TCRM Blida et aujourd'hui, c'est transformé en salon de tatouage. J'ose pas te déranger, Florine. Tu es en pleine création d'un tatouage pour ton entreprise, Inkinox. Inkinox. Tu es installée depuis pas longtemps ici à Blida, c'est tout récent. Le tatouage, qu'est-ce qui t'y a mené, déjà peut-être pour la petite histoire? Le dessin déjà. Oui, j'ai toujours dessiné depuis toute petite, donc ça m'a jamais quitté, on va dire. Ouais. Et ensuite, le côté humain, de travailler avec des gens. Ça change un peu d'une toile qui ne parle pas une toile ou qui ne crie pas. Oui, finalement, tu as une toile vivante sous la main. Le tatouage aussi, peut-être, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Il y a la volonté de raconter des histoires, d'y mettre justement une patte créative. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, je dessine beaucoup de compositions. Oui. Et en fait, j'aime bien quand ça parle profondément à la personne au point qu'elle a envie de se l'ancrer à vie sur la peau. J'ai repéré beaucoup de personnages assez évanescents, avec des corps très ronds aussi. Et c'est peut-être ce qui te singularise? Oui, j'aime beaucoup travailler notamment les silhouettes féminines. En fait, j'ai plusieurs univers qui se sont rassemblés dans le mien tout entier, avec toujours un côté très vivant, avec des effets, avec un double tracé, des petites particules qui virevoltent autour. Je trouve que ça donne un peu plus de vie que quelque chose de plaqué directement sur la peau, ça bouge un peu plus. Et j'aime bien aussi quand ça s'harmonise vraiment avec le corps. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? C'est un squelette qui fait partie d'une série de plein de petits squelettes justement que j'ai réalisé. Et celui-ci, du coup, il tient sur un plateau son cœur, tout fumant, voilà, qui va servir à qui voudra. Oui, on s'est un peu connus par hasard au début. Et puis après, on a vite switché sur notre art et notre passion du dessin. Et aussi de notre esprit assez féministe toutes les deux, de notre amour du corps des femmes et voilà, plein de choses comme ça. Et j'ai tout de suite adoré son univers, ça m'a tout de suite parlé.
Ça demande quoi comme qualité d'être un bon tatoueur? Ben, du coup, déjà de savoir dessiner, je pense. Oui, la base, c'est ça, c'est l'art du dessin. Ouais, en tout cas pour faire de l'illustration, oui. Ensuite, de la délicatesse peut-être, du tact aussi, parce que on travaille avec de l'humain, donc savoir aussi écouter le ou la cliente et du coup faire en sorte qu'elle se sente à l'aise durant la séance, parce qu'il n'y a pas que le tatouage qui compte, il y a aussi la séance et le souvenir qu'on en laisse, enfin pour moi. On va pas t'embêter plus longtemps, juste peut-être pour terminer, tu t'es installé à Blida. Ce lieu, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ce lieu qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Un lieu d'échange, de partage, de créativité et très humain aussi. En fait. C'est ça, on voit qu'il y a une vraie émulation ici entre tous les résidents. Et des échanges très intéressants et des futures collaborations qui peuvent arriver aussi et un partage aussi de connaissances. Et quand je dis qu'à Blida, tous les espaces sont occupés, eh bien là on se trouve dans le parking. C'est là qu'étaient entreposés les bus de TCRM Blida. Et on va voir qu'il y a des artisans qui bossent ici, notamment un forgeron. Quentin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. C'est un atelier que tu as créé toute pièce. D'un côté, il y a Jean-Claude qui a travaillé sur la métallerie et moi j'ai travaillé donc sur la ferronnerie d'art. D'accord. En fait, il n'y avait absolument rien ici, c'était juste un parking. Et on a construit d'abord on a refait le marteau-pilon. J'ai installé mon atelier ici et ensuite après on a commencé à augmenter, on a rajouté des enclumes, restauré les enclumes de A à Z. Ensuite j'ai fabriqué des bio, j'ai traité les bois, j'ai été récupérer l'étau qui est ici qui était complètement cassé. Tout l'outillage de Blida de manière générale ici, que ce soit des tranches qui vont avec des enclumes aux pinces qui sont là, c'est Blida qui m'a passé la commande du coup. Donc là on a des pinces pour faire du couteau, on a des pinces pour faire de petits objets. Et puis après ça passe par d'autres petites choses comme des pelles ou du matériel pour attiser le feu, pique-feu, des choses comme ça. Tout ça, ça a été fabriqué du coup par mon entreprise de A à Z. Ces deux espaces-là, en fait, ils vont accueillir quelqu'un. En fait, donc là, on peut être 3 forgerons ici et travailler sur ma forge qui est là et les 2 forges qui sont ici, en plus des 25 mètres carrés et tout l'espace qui est là pour accueillir des cours. Tu es créateur, concepteur, Ouais. ce qui veut dire que tu vas t'attaquer à des pièces extrêmement fines. Finalement, c'est des objets d'art en ferronnerie que tu réalises. Donc là, c'est de l'outillage, donc il est pensé de manière design pour être le plus utile pour les luthiers. Ouais. Mais aussi à travers sa technique, en fait, j'ai voulu utiliser des méthodologies qui permettent d'avoir des aciers avec une réponse qui soit la plus optimale, en fait, le plus tranchant, le plus résistant, avec la plus grande durée de vie. Le but, c'est de transmettre un bel outil de génération en génération. Oui. Dans une matière qui est noble comme le damas. On est sur donc, de l'acier noir de coutellerie mélangé avec de l'acier de frappe d'industrie. Ça c'est une pointe aux âmes en fait. Ça sert à mettre là, une pièce à l'intérieur du violon qui va tendre en fait le violon et lui donner sa sonorité. Après là, on a un canif qui va servir en fait à couper. Là, celui-là je l'ai pensé pour pouvoir l'utiliser dans les deux sens. On peut l'utiliser vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Alors ça c'est une bouche à ébaucher type germanique. On va vraiment aller dans la matière et rentrer un peu comme si on pelletait le bois. Et là, on a une bouche un peu plus traditionnelle. Et on va venir donc contre la hanche, et puis on va rentrer dans la matière comme ça. Moi, je me suis inspiré du Japon pour pouvoir faire cette partie qui est là. Et en ce qui concerne ici, là, on est dans le manche anglo-saxon. Je suis assez inspiré en fait par les méthodologies ou plutôt le style des années 1900, quand en fait l'artisanat et le design étaient encore unis, qu'on arrivait encore à faire un peu du beau en même temps et tout ça. Il y avait certaines créativités qui jaillissaient durant ces périodes-là. C'est une période qui m'inspire beaucoup et c'est pour ça que je vais utiliser pas mal de bois, pas mal de styles. Une fois qu'on a travaillé nos métaux non ferreux comme ça, on va pouvoir venir frapper ici avec des marteaux polis pour pouvoir donner une texture et on obtient en fait des récipients qu'on pourra mettre ensuite à un manche comme ça pour par exemple les grains de café ou une louche usuelle au quotidien, quoi.
Un petit mot sur les 10 ans de Blida qui seront fêtés le 12 octobre, Oui. ici. Que va-t-il s'y passer précisément tout au long de la Il journée? va se passer plein de choses. Il y aura des ateliers pour les adultes, pour les enfants. Il va y avoir des déambulations avec des compagnies de spectacles vivants. Il y a un concert. On va pouvoir aussi se restaurer le soir. Oui. Donc c'est Avec vraiment des DJ-sets aussi DJ7 pour bien danser. sûr, jusqu'au début de la matinée puisqu'on va terminer à 2h du matin. D'accord, Voilà. une belle fête en perspective. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je te remercie. Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.